Bonjour à tous. Comme à l'accoutumée, je vais commencer par l'actualité en parlant de Josep Borrell, qui est le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères. Il est également vice-président de la Commission européenne. Récemment, il a fait l'objet d'un article sur le site russe RT, Russia Today, dans lequel il est cité pour avoir critiqué l'approche des médias occidentaux qui est de diffuser des nouvelles dans un nombre très restreint de langues. Nous pensons que la planète entière parle anglais ou français, a-t-il déclaré, mais cela nous interdit de toucher les millions d'êtres humains qui parlent, entre autres, l'arabe ou le chinois, alors que les Russes n'ont pas ce problème. Le diplomate s'insurgeait contre le fait que la Russie est capable de répandre sa vision des événements alors que le bloc occidental est à la peine, comme on a pu le voir dans les deux conflits majeurs actuels, c'est-à-dire en Ukraine et en Palestine. Il est clair en effet que, en ce qui concerne ces deux conflits, ce que les États-Unis et les Européens appellent communauté internationale se réduit exactement au monde occidental, puisque le reste du monde a une opinion totalement différente sur ce qui a déclenché ces hostilités. Pourquoi donc le narratif de la guerre en Ukraine présenté par les médias russes jouit-il d'une diffusion largement supérieure à celle de l'Occident ? La raison est très simple. Comme on le voit ici, la chaîne russe d'information Sputnik diffuse dans pas moins de 41 langues, dont certaines peuvent paraître marginales, comme l'arménien ou l'ossétien. Il n'existe pas d'auditeur ou de téléspectateur mondial. L'échec du journal The European en 1998 le prouve, malgré la volonté et l'opiniâtreté du groupe qui l'avait lancé de le faire réussir sur un ensemble constitué par 370 millions d'Européens. Tout au cours de son existence, la perception de ce journal fut celle d'un journal anglais et rien d'autre, en dépit de ses ambitions clairement affichées. Il en est exactement de même pour les chaînes de télévision. Aucune chaîne de télévision prétendument internationale n'a réussi à s'imposer à l'échelle de la planète. En 1997, CNN, Cable News Network, la plus grande chaîne de télévision d'information qui, depuis ses débuts, s'était proclamée internationale, ne disposait que de 35 correspondants dans 23 bureaux à l'extérieur des États-Unis. La même année, la radio-télévision luxembourgeoise, RTL, ne comptait que 4 correspondants permanents à l'extérieur de l'Europe, dont 0 en Afrique, en Asie et en Amérique latine. En 1997, Claude Moisy écrivait dans Foreign Policy « CNN International est, bien entendu et avant tout, considérée comme une chaîne américaine à l'extérieur des États-Unis. Dans la presse écrite, les tendances sont les mêmes. La mondialisation, l'avènement de la communication instantanée ont amené un recentrage sur les problèmes nationaux et locaux. En dépit de ces prétentions mondialistes, CNN International n'atteint que 3% de la population mondiale. » Il est évident que les médias russes, qui sont d'emblée multilingues à l'extérieur de la Fédération de Russie, se préoccupent, eux, d'atteindre un public vraiment international. Ils ont mis le paquet, comme on dit en langage familier, et ils récoltent la mise aux grandes dames de Josep Borrell. En dépit de la volonté forcenée du bloc anglo-saxon d'imposer l'anglais partout sur la planète, le monde est toujours multilingue, bien que sa partie occidentale soit clairement devenue un protectorat états-unien. La meilleure manière de s'en convaincre est d'observer la photo de la Tour Eiffel prise le 4 mars dernier après l'inscription dans la Constitution française du droit à l'avortement. Une première, sans aucun doute, et aussi la proclamation implicite que la France est bien un pays sous occupation, comme l'affirment déjà un certain nombre de commentateurs politiques français. La deuxième nouvelle est une observation que j'ai faite en visionnant l'entretien entre Vladimir Poutine et Tucker Carlson, je le prononce à la française, qui eut lieu le 6 février à Moscou. Je crois qu'il faudrait vivre sur la planète Mars pour ne pas en avoir entendu parler, puisque la vidéo de cet entretien, qui fut traduit dans une centaine de langues différentes, fut visionnée 1 milliard de fois, approximativement 1 milliard de fois. Le contenu politique de cet entretien ne m'intéresse pas,
Par contre, mon attention s'est portée sur cette saisie d'écran au moment du visionnage de la vidéo. On peut voir clairement l'oreillette que porte Poutine. J'ai déjà expliqué qu'il est normal que, comme tous les chefs d'État qui se respectent dans des circonstances où leur parole est publique, Vladimir Poutine s'exprime dans sa langue maternelle et nationale pour exprimer toutes les nuances qu'il veut donner à son discours et qui pourraient lui échapper dans une autre langue, mais cela ne nous explique toujours pas la présence de l'oreillette par laquelle lui parviennent les questions de son interlocuteur traduites en russe. Or, Vladimir Poutine parle anglais, comme on a pu le voir à plusieurs reprises. Je passe ici rapidement les documents qui l'attestent et qui pourront être examinés de plus près au moyen d'un arrêt sur image. Les questions de Carlson sont très claires et formulées dans un anglais très facile à comprendre. Il est ainsi légitime de se poser la question de savoir pourquoi Poutine s'expose ostensiblement avec une oreillette. De l'eau a coulé sous le pont depuis le concert de Paul McCartney en mai 2003 et l'hostilité de l'Occident vis-à-vis de la Russie a eu comme conséquence que Vladimir Poutine ne comprend plus l'anglais. Bien sûr, ce n'est pas le cas, mais c'est l'impression qu'il veut donner. Je ne suis pas votre ami et je ne comprends pas votre langue. Toute proximité de pensée est exclue, ainsi que toute prétention d'universalité que vous pourriez conférer à la langue dans laquelle vous m'interrogez. Avec le président Maduro du Venezuela, à Pékin, on avait assisté le 14 septembre 2023 à une scène relevant d'une pensée identique. Un journaliste de Hong Kong lui avait posé une question en anglais à laquelle Maduro avait réagi en lui disant de reformuler sa question en mandarin car aucun interprète comprenant l'anglais n'était présent. « C'est un nouveau monde », ajouta-t-il. Un peu plus tard, il annonça « Nous sommes au XXIe siècle, le siècle de la fin de l'hégémonisme et de l'impérialisme, le siècle où est né un monde différent, multipolaire et multicentrique pour la paix et l'unité. » Il ne faut pas oublier l'arrogance de Margaret Thatcher qui, aux États-Unis, le 19 juillet 2000, avait déclaré « In this 21st century, the dominant power is America, the global language is English, the pervasive economic model is Anglo-Saxon capitalism. » En ce 21e siècle, le pouvoir dominant est l'Amérique, le langage dominant est l'anglais, le modèle économique dominant est le capitalisme anglo-saxon. Bien sûr, cet incident ne fut rapporté que par Télésur, l'une des chaînes de télévision sud-américaines. Aucun média occidental ne le mentionna. Je dois encore présenter 3 autres nouvelles qui portent sur la scène internationale. Le président Milei d'Argentine vient d'interdire l'écriture inclusive. J'avoue ne pas trop m'intéresser à ce qui se passe dans ce pays d'Amérique du Sud, mais on ne peut qu'être intrigué par le fait que les mots affectant la langue et que nous constatons sur la scène européenne se retrouvent dans un pays aussi lointain que l'Argentine. On ne peut donc qu'en conclure qu'il s'agit là d'un effort concerté, délibéré et coordonné de forces visant à déstabiliser les langues nationales. Je reviendrai sur cette question dans des vidéos ultérieures. Une autre nouvelle concerne la Turquie, qui, sous l'impulsion du président Erdogan, affiche la volonté de constituer une communauté linguistique avec les pays d'Asie centrale, dont les langues nationales appartiennent à la même famille linguistique. Première étape du sultan vers la reconstitution d'un empire ottoman bis. On voit ici la composition de cette organisation des États turciques qui comprend l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et la Turquie, mais dont le Turkménistan est remarquablement absent. Comme mes auditeurs le savent sans doute, il existe des organisations semblables basées sur la communauté de langues, avec l'Hispanidad par exemple, dont on voit ici la composition, et la communauté des États de langue portugaise. Bien sûr aussi, il y a la francophonie et le Commonwealth, qui sont basés là encore sur une langue en partage. Toutefois, en ce qui concerne les États turciques, comme on peut le voir sur cette image, les principaux responsables de ces pays portent des écouteurs, ce qui signifie que le discours des uns et des autres sont traduits,
et qu'il n'y a pas d'intercompréhension mutuelle et spontanée, ce qui n'est jamais le cas au sein de l'Hispanidad, de la communauté des États de langue portugaise et encore moins au sein de la francophonie ou du Commonwealth. Comme le signalait Xavier Moreau du site Stratpol, à quelques exceptions, il n'y a pas de culture commune entre les États turciques, et ce n'est pas parce que les langues parlées au sein de ces États dérivent d'une base commune qu'il y a nécessairement identité linguistique et culturelle, car les contacts et les communications entre ces États n'ont pas été suffisants pour éviter une différenciation notable des évolutions respectives de ces langues les unes par rapport aux autres dans le temps, et qui n'utilisent pas toutes le même alphabet d'ailleurs. Cela n'est pas sans rappeler l'échec de l'Union latine, qui n'a survécu un temps que grâce aux efforts du polyglotte Philippe Rossillon, dont je vais reparler un peu plus tard dans cette vidéo. La dernière nouvelle concerne la Chine. Pour la première fois, en 2023, Hollywood a été exclu des 10 premiers films les plus populaires qui ont été distribués en Chine. Ce sont les films chinois qui sont largement en tête, en annonçant ainsi un déclin de l'influence culturelle états-unienne sous-tendue par la langue anglaise. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les films états-uniens ont été le fer de lance de la propagande de Washington, en présentant des distorsions considérables par rapport à la réalité, des fictions induisant et renforçant un sentiment de supériorité de tout ce qui est américain, qu'il s'agisse de domaines techniques, scientifiques ou militaires, affirmant la justice, la probité et le bon droit de ce pays par rapport aux autres. Nous sommes plus beaux, plus intelligents et plus forts, ce qui nous confère des droits sur les autres nations du monde. Or, il semblerait que le cinéma américain s'étiole et s'essouffle, et que ses productions n'enflamment plus l'imagination des étrangers. La propagande qu'il véhicule est devenue grossière et caricaturale, et colporte des idéologies rejetées par une grosse partie de l'humanité. C'est ainsi que, en Chine, comme ailleurs, on voit se poindre des réactions épidermiques contre l'usage de l'anglais, telles que je les répertorie dans cette série de vidéos. J'en viens maintenant à la deuxième partie de ma présentation, qui est la continuation de la vidéo numéro 31. Et je voudrais reparler ici d'un personnage qui a sensibilisé et encouragé de son vivant la francophonie canadienne. Il s'agit de Philippe Rossillon, que j'ai mentionné précédemment. Philippe Rossillon fut un haut fonctionnaire français né en 1931. De 1966 à 1978, il fut rapporteur général du Haut Comité de la langue française, qui est aujourd'hui connu sous le nom de Délégation générale à la langue française et rebaptisé il y a quelques années Délégation générale de la langue française et aux langues de France. Durant les années 1960 et 1970, Rossillon occupa diverses fonctions au sein des ministères de la coopération et du développement, ainsi qu'au ministère des Affaires étrangères, en compagnie du parlementaire gaulliste Xavier Deniau et des diplomates Bernard Dorin et Jean-Daniel Jurgensen. Pour De Gaulle, la langue française était une composante essentielle de la nation. Pompidou, son successeur, partageait cette opinion. Rossillon fut en quelque sorte le fer de lance de l'élaboration d'une politique française sympathique aux ambitions nationales du Québec, symbolisée de manière spectaculaire dans le fameux discours du général de Gaulle sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Montréal le 24 juillet 1967. C'est Rossillon qui organisa ce voyage du général, mais pas seulement, puisqu'il développa non seulement la coopération franco-québécoise, mais aussi la coopération franco-acadienne. Peu après, le français devint langue officielle au Nouveau-Brunswick, à égalité avec l'anglais. Rossillon était marié à une Sédou, l'une des premières fortunes de France qui finançait ce que l'État ne voulait pas prendre en charge pour la défense du français. L'activisme de Rossillon fut tel que le gouvernement d'Ottawa le qualifia d'agent plus ou moins secret. C'est la formule qui fut utilisée par Ottawa. Agent plus ou moins secret du général de Gaulle, puis de Georges Pompidou, chargé des questions relatives à la langue française.
Ce qualificatif d'espion lui valut même d'être classé persona non grata et expulsé du Canada après le voyage du général de Gaulle au Québec, dont le Vive le Québec libre avait profondément irrité Ottawa. Le voyage de Gaulle au Québec fut pourtant un triomphe. Rarement un chef d'État fut ovationné comme il le fut par le public québécois. Le respect profond qu'il inspirait, son soutien ardent au mouvement souverainiste de la belle province, lui valut un accueil plus qu'enthousiaste de la part de la population francophone, dont ne peuvent plus se targuer les présidents français contemporains qui sont hués copieusement dans leur propre pays lors de leurs interventions publiques. À son retour en France, De Gaulle fut vivement critiqué pour son exclamation « Vive le Québec libre !» critiqué dans la presse parlée et écrite par des journaleux qui avaient oublié l'histoire tout en ignorant le quotidien présent de ces anciens Français d'Amérique. Le 27 novembre 1967, le général de Gaulle donna une conférence de presse durant laquelle il consacra une vingtaine de minutes à expliquer son attitude et ses propos lors de son voyage au Québec. 57 ans après, dans ce discours, comme dans les autres qu'il prononça durant sa présidence, on est étonné de la justesse et de la pertinence de ses analyses, de sa clairvoyance à propos des affaires du monde et des ressorts gouvernant la géopolitique mondiale. L'homme avait une érudition et une connaissance de l'histoire peu communes. Ses analyses n'ont pas pris une ride et sont magistralement exposées grâce à sa maîtrise totale de la langue française par rapport à laquelle les paltoquets de la politique contemporaine font pâle figure. On retrouve facilement sur Internet les conférences de presse de Gaulle et je vous invite à écouter attentivement la rétrospective de son voyage au Québec de juillet 67. La vidéo n'est pas d'excellente qualité, mais le discours du général est parfaitement intelligible. Nous sommes aujourd'hui le 6 avril 2024 et la nouvelle qui nous concerne est que YouTube a censuré notre vidéo car elle contenait ce passage d'une vingtaine de minutes durant lequel De Gaulle fait un compte-rendu de son voyage au Québec il y a presque 57 ans de cela. On nous dit que les droits d'auteur s'appliquent à cette vidéo mise en ligne par l'Institut national de l'audiovisuel français. Or, cet Institut national de l'audiovisuel est directement financé par l'État français, c'est-à-dire par les contribuables français, et qui relaie, dans le cas qui nous intéresse, le discours public d'un homme public et, qui plus est, ancien président de la République française. Pourquoi l'INA réclame-t-il des droits sur l'usage d'un tel document qui est pourtant en accès public ? Comprenne qui pourra. Toujours est-il qu'il nous est interdit d'insérer ce passage d'une vingtaine de minutes sans se soumettre à payer à l'INA des droits absolument exorbitants. Aussi, nous recommandons à notre auditoire de visionner lui-même la vidéo. Il en existe plusieurs versions. Une version en couleur qui a été probablement restaurée et que vous trouverez à l'adresse suivante. Attention, le passage qui vous intéresse va de 40 minutes 52 secondes à 1 heure 0 minutes et 20 secondes. Il existe également une version en noir et blanc de mauvaise qualité, mais qui se limite uniquement au Québec et qui est en 2 sections dont les liens sont affichés ici. Si le cas se représente, nous nous débrouillerons pour procurer à ceux qui suivent cette série de vidéos un accès plus facile aux insertions éventuelles du même type. Nous vous remercions pour votre compréhension. Voilà, cela conclut ce que j'avais à dire sur l'Amérique française. Si vous avez apprécié cette vidéo, rediffusez-la et partagez-la avec vos amis et collègues de travail. Avant toute chose, nous devons remettre dans la tête des gens que la langue française est la composante essentielle des nations francophones et qu'elle est l'un des facteurs essentiels susceptibles de nourrir la créativité des francophones. Comme toutes les autres langues, la langue française est un puissant facteur d'identité. En attaquant la langue, nos adversaires veulent faire de nous des êtres sans appartenance et sans racines, des êtres interchangeables et jetables.
La dictature sur les esprits est en bon ordre de marche avant qu'elle ne devienne une dictature sur nos corps et sur l'ensemble de la société. La détérioration de notre langue préfigure notre mise en esclavage en nous retirant la possibilité de formuler une révolte éventuelle. La dégénérescence que subit notre langue dans la plupart des pays francophones du Nord préfigure notre effacement sur la scène internationale. La profusion des anglicismes et des mots anglais non traduits en français est la fleur de lys infamante et le révélateur de notre déclassement. Si une petite fraction de nos sociétés en a pleinement conscience, la plupart de nos compatriotes dorment encore et sont inconscients de leur vassalisation progressive. L'absence de réaction contre le démantèlement progressif des démocraties européennes est significative de l'état d'abêtissement et d'hébétude des sociétés occidentales. Comment expliquer que les Polonais veulent être désormais des Américains si ce n'est par une propagande massive organisée par l'hégémon du moment, accompagnée d'une surdose de langue anglaise, de films et de publicités états-uniennes depuis plusieurs décennies? La dissolution de l'identité est la première étape vers la colonisation, voire l'esclavage. Renseignez-vous, lisez, apprenez. Un individu bien informé revendique automatiquement sa liberté. Réappropriez-vous votre langue. Achetez les bouquins recommandés par Impératif Français. Dans les vidéos à venir, je ferai état de la véritable dégringolade de l'influence des pays francophones sur l'évolution du monde depuis qu'ils s'anglicisent à l'image de la Pologne précédemment citée. Les peuples francophones occidentaux et bien d'autres également sont sous occupation mentale. Ils sont la cible d'une véritable colonisation des esprits et il leur est difficile de se dépêtrer du carcan imposé par des institutions qui ont été créées par des acteurs extérieurs aux nations concernées. N'oublions pas que dans les pays francophones du Nord, nous sommes ignorés des médias, sauf au Québec. La presse francophone, plus particulièrement en France, en Suisse ou en Belgique, s'autocensure sur tous les sujets ayant un rapport avec la langue française et la francophonie qui sont exclus, bannis, interdits d'entrée, ostracisés. Il est évident que les journalistes ont reçu des ordres auxquels ils ne peuvent déroger sans risquer leur place. En devenant membre d'Impératif Français, vous franchirez une étape dans la bonne direction pour casser l'omerta. Pensez à faire une donation à cet organisme dont le but est d'affirmer la francophonie québécoise et internationale et de combattre l'impérialisme linguistique anglo-saxon qui n'est qu'une des facettes de l'impérialisme tout court avec toutes ses conséquences funestes sur l'épanouissement et la créativité des peuples francophones. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires et vos critiques auxquels nous serons heureux de répondre. Faites tout pour augmenter la visibilité du site d'Impératif Français et la diffusion de cette série de vidéos. Faites tout pour la renaissance de votre langue et de vous-même. Bonne fin de journée à tous.